Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Diagnostic. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle thématique médicale. Alors, les vacances sont là et c'est un moment pour se reposer et bien profiter en famille tout en créant de beaux souvenirs. Et pourtant, chaque été, les services d'urgence enregistrent une augmentation des cas de consultation, d'accidents, de noyades, d'intoxication alimentaire ou encore des infections contractées à l'étranger lors des voyages. Et puisque tous ces problèmes de santé peuvent être évités grâce à de simples gestes de prévention, nous allons aujourd'hui parler de comment bien profiter de ses vacances tout en préservant sa santé avec nos invités que j'ai le plaisir de recevoir. Docteur Sari Amina, vous êtes maître assistante en pédiatrie à l'hôpital Bnimsous. Bonsoir et bienvenue. Merci pour l'invitation, ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai aussi le plaisir de recevoir docteur Mouhoubi Esma. Vous êtes infectiologue à l'hôpital Qatar. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Gabi, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai aussi le plaisir de recevoir docteur Sakhri Samia. Vous êtes médecin généraliste principal aux urgences médico-chirurgicales Bnimsous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre médecin chroniqueuse, docteur Abdelmoumen Sarah, est au rendez-vous comme chaque semaine. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir docteur Agabi, bienvenue à nos invités. Nous passons parfois des heures à préparer notre valise des vacances, mais combien de temps consacrons-nous à notre santé? Parfois, quelques minutes peuvent nous éviter qu'une petite mésaventure se transforme en véritable urgence médico-chirurgicale. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ma chronique, je l'ai consacrée à la trousse de secours des vacances. Je vous donnerai les indispensables pour vous éviter les urgences. Oui, nous allons aussi, à la fin de notre émission, répondre à quelques questions que vous nous avez laissées via les réseaux sociaux de Canal Algérie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à suivre ce reportage réalisé par Nawal Beldjilali. L'été est une promesse de saveur. Fruits gorgés de soleil, poissons grillés au bord de la mer. Crème glacée, mais sous ce tableau gourmand se cache un risque trop souvent sous-estimé, celui de la tourista. Un fruit mal lavé ou un glaçon douteux suffisent à transformer votre rêve en cauchemar digestif. C'est la période d'été, c'est les vacances et c'est les grandes chaleurs, mois de juillet, on est presque en mois de juillet. Les intoxications alimentaires, les insolations, c'est très fréquent de nos jours. Et en matière de consultation dans la période estivale, c'est le motif le plus fréquent de consultation, aussi bien chez les jeunes ou chez les moins jeunes ou les personnes âgées qui sont des personnes fragiles. L'intoxication alimentaire est l'une des désagréments les plus fréquents des vacances estivales et la chaleur en est l'allié. Pour les toxi-infections alimentaires, c'est un défaut d'hygiène, un défaut de conservation d'aliments, de boissons. Quand on laisse un produit qui est facilement dégradable au soleil ou bien sur les paillasses, il y a ce qu'on appelle une pullulation microbienne. Et il y a une production de toxines. La définition de la toxi-infection, ce n'est pas le germe lui-même, ce n'est pas la bactérie, c'est la toxine qu'elle va libérer sur l'aliment qui va être source de maux et source de symptômes. Parce que cette toxine, elle va induire une réaction inflammatoire dans notre tube digestif. Elle sera à l'origine des vomissements, de diarrhée, parfois de fièvre. Mais souvent, il n'y a pas de fièvre. C'est généralement ces troubles de transit, des douleurs abdominales. Ces toxi-infections se déclarent dans les 6 heures généralement qui suivent la consommation du repas suspect. Soleil brûlant, moustiques affamés et baignades imprudentes. L'été concentre 3 familles de risques. L'insolation guette les expositions prolongées, la déshydratation et les piqûres d'insectes peuvent transmettre des virus. Pour les aliments dits suspects ou bien susceptibles d'induire ce type d'intoxication, ce sont les
aliments qui nécessitent un respect de chaîne de froid, c'est-à-dire qu'on doit préserver dans le réfrigérateur. Et parfois, quand on transporte l'aliment, on part en promenade ou bien à la plage, qu'il n'y a pas ce respect de chaîne de froid, ou bien ces vendeurs ambulants qui transportent des aliments contenant des produits laitiers, des œufs, des sauces, des produits, des conserves qui sont censés être préservés dans des températures basses. Alors, les autres pathologies qu'on peut attraper lors de la période estivale, c'est aussi ces coups de chaleur, ces coups de soleil, ces insolations qui peuvent modifier le thermostat de notre organisme et entraîner une déshydratation, des brûlures cutanées qui peuvent s'avérer sévères chez des patients fragiles. L'été est un festin qu'il faut savourer sans imprudence. À la grâce du soleil, préférez l'ambre. À la tentation des glaçons, l'eau claire en bouteille. Et à l'insouciance du soir, un peu de moustiquaire. Car les vacances les plus douces sont celles qui vivent en pleine santé. La prévention reste le meilleur moyen pour éviter de tomber dans ces situations. L'été et les vacances, c'est un moment de détente, de vacances. On ne veut pas se retrouver en train de gâcher nos vacances ou bien les vacances de la famille. Et du coup, il faut respecter les règles d'hygiène. C'était un reportage signé Nawal Beldjilali. Comme vous l'avez vu, Dr Boudoucha, qui est gastro-entérologue, elle a abordé plusieurs problèmes de santé qui peuvent survenir lors des vacances, donc qui est un moment de détente qui peut parfois mal tourner et les personnes peuvent se retrouver aux urgences médicales. Et justement, nous allons commencer avec vous, Dr Sakhri, puisque vous êtes généraliste et vous travaillez aux urgences médico-chirurgicales. Donc, quelles sont les différentes urgences médicales que vous recevez lors des vacances ou pendant la période des vacances? Oui. Donc les urgences les plus fréquentes pendant les vacances, oui. On a beaucoup plus, le motif le plus fréquent, c'est la déshydratation. Oui. En rapport, ça commence par des diarrhées, par des gastro-entérites, des toxi-infections alimentaires, et ça va aller vers la déshydratation, surtout pour les personnes âgées. Oui. Ça, c'est le motif le plus fréquent. Et puis, ça vient les noyades, les brûlures, en cas d'incendie, en cas de coup de chaleur, les accidents de la route, les allergies cutanées, en cas de piqûre d'insectes, réaction allergique à n'importe quel aliment, parce que bien sûr les habitudes alimentaires changent pendant l'été. Oui. Voilà. Et puis on a aussi les morsures par différents animaux. Et les entorses, les traumatismes, voilà. Les chutes. Oui. Donc voilà. Les plaies aussi. Les accidents en général, les accidents de la route et les accidents en général. Tout à fait. Et puis les urgences vraiment sont inondées. Surtout. Donc vous recevez beaucoup de patients. Exactement, on reçoit beaucoup de patients. Surtout le motif le plus fréquent, c'est la déshydratation. Chez les patients polymédiqués. Polymédiqués ou bien âgés. Oui. Beaucoup plus âgés. Parce que c'est les plus vulnérables. Je pense que même les enfants se déshydratent rapidement. On parlera de ça avec Dr Sari. Mais les personnes âgées, ça touche les enfants et les personnes âgées, beaucoup plus. Et beaucoup plus, c'est quoi quels sont les symptômes de cette déshydratation? La déshydratation, alors, elle commence d'abord par des diarrhées fréquentes. Après, ça vient les hypotensions, il y a un pli cutané. Les sensations de soif, tout à fait. Les malaises. Oui. Donc, ça donne, bien sûr, les déshydratations. Exactement. Donc, la cause peut être une diarrhée, peut-être aussi un médicament pris par le malade qui est prescrit pour une autre maladie et qui peut mener à la déshydratation. Alors, la déshydratation c'est une urgence et le malade doit consulter rapidement pour justement avoir les soins nécessaires au pavillon des urgences. Alors, docteur
Sari, par rapport aux urgences pédiatriques, vous recevez les enfants beaucoup plus. Pendant les vacances, les enfants sont à la maison ou ils sont tout le temps dehors pour profiter, justement. Il y a beaucoup d'urgences qu'on peut voir lors des vacances, n'est-ce pas? Effectivement, donc comme vous l'avez bien dit, la saison estivale, c'est une saison joyeuse pour les enfants. Ils vont pas à l'école, ils sont en vacances, mais c'est aussi une saison où il y a beaucoup de problèmes. L'enfant est exposé à beaucoup de problèmes de santé. Donc, il va à la plage, il y a le risque d'insolation, de coups de chaleur à cause de l'exposition prolongée au soleil, sans mesure de protection. Il y a aussi les toxi-infections alimentaires. Donc, les gens, généralement, ils mangent beaucoup dehors et la chaîne de froid n'est pas respectée. Il y a souvent des toxi-infections alimentaires et qui causent surtout, c'est-à-dire le risque majeur, c'est la déshydratation et qui s'installe très rapidement et qui est sévère. Il y a aussi, comme l'a bien dit ma collègue, donc il y a les piqûres d'insectes, il y a c'est-à-dire les méduses dans la plage qui peuvent donner des équivalents de brûlures. Il y a l'inhalation aussi de corps étrangers. Ils sont à la maison, ils jouent tout le temps avec des billes, avec des piles. Et souvent, on a ce problème, des chutes de vélo. Vraiment... Boire un produit caustique aussi, parfois. L'ingestion de produits caustiques, ça, c'est tout au long de l'année. Oui. Ça, c'est pas que l'été. Ça, c'est tout au long de l'année. Produits caustiques, corps étranger, mais c'est surtout l'été. Et l'été aussi, on a beaucoup de viroses et beaucoup d'angines à cause de, c'est-à-dire la prise d'eau, de glace très froide. Climatisation, changement de temps, c'est-à-dire on sort d'une chambre très froide à l'extérieur où il fait très chaud. Donc c'est changement de température qui cause souvent des angines. Et donc vraiment, le nombre de consultants augmente aux urgences et il faudrait satisfaire tout le monde et éviter, mais c'est des causes évitables, c'est-à-dire si on peut éviter les toxi-infections, on peut éviter les insolations par une sensibilisation. Bien sûr, des mesures de prévention. Mesures de protection, de prévention. Tout à fait. Alors, pour les vacances, il y a ceux qui préfèrent rester à la maison et d'autres préfèrent voyager. Et justement, docteur Mouhoubi, quand on parle de voyage à l'étranger surtout, donc quelles sont les précautions essentielles pour éviter les maladies infectieuses? Alors, comme vous l'avez si bien dit, il y a des personnes qui choisissent de voyager à l'étranger. Donc, comme j'ai fait mon programme pour partir, j'ai choisi les endroits où je vais aller, j'ai choisi quand je vais partir. Je vais aussi prendre un peu de temps pour ma santé. Alors, je consulterai vers un centre de vaccination internationale et de conseil aux voyageurs qui sont présents sur tous les territoires nationaux. Sur Alger, un centre au niveau de notre hôpital Al-Khattar. Là, je vais trouver des médecins spécialistes qui vont me renseigner, qui vont me demander là où je vais partir, la durée de mon séjour, ce que j'ai comme pathologie, mon terrain, les médicaments que je vais prendre. En fonction de ça, ils vont revoir mon calendrier vaccinal, c'est-à-dire ils vont me conseiller sur les vaccins antérieurs que j'ai faits, si je dois faire des rappels, par exemple pour la diphtérie, pour le tétanos, pour le poléo, et certains vaccins qui sont spécifiques selon la destination où je vais partir. Par exemple, le méningo, la fièvre jaune. Il y a aussi des précautions que je dois prendre si je dois partir dans des endroits où il y a des maladies vectorielles qui sont transmises par des piqûres d'arthropodes, par des insectes, ou bien par des punaises, ou bien par des tiques. Donc il y a des mesures que je dois prendre. Il y a d'autres risques que que le médecin va me renseigner en fonction de la région, alimentaire ou animale. Donc la personne, elle doit partir, elle doit s'adresser au centre de vaccination plusieurs jours avant, disons 10 à 14 jours. Et prendre le carnet de vaccination. Voilà, celui qu'on a déjà auparavant. Et on va lui établir un carnet de vaccination international pour les vaccins qu'on va faire. Tout à fait. Donc c'est pour revoir, est-ce que le patient est bien vacciné? Est-ce qu'il ne faut pas refaire les rappels? Voilà. Est-ce qu'il y a des vaccins qu'il faut faire pour créer l'immunité? Parce qu'on doit être vacciné 10 à 14 jours pour avoir les anticorps, pour être protégé contre ces éventuelles pathologies. Tout à fait. On reviendra par la suite pour parler des vaccins, de la vaccination et quels sont les endroits qui nécessitent vraiment une vaccination particulière. Alors, docteur Skhari, je reviens vers vous par rapport à comment prévenir efficacement les coups de chaleur, la déshydratation et les malaises liés aux fortes températures. Puisque vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit que la déshydratation, c'est le motif de consultation le plus fréquent. Donc, comment on fait pour éviter cette déshydratation? Alors,
La première des choses, c'est l'hydratation. Oui. Il faut s'hydrater, il faut boire beaucoup d'eau, surtout pour les personnes âgées. On demande à boire régulièrement parce que la sensation de soif diminue chez les personnes âgées. Donc ça, c'est pour les personnes âgées. Par contre, pour les enfants, quand ils partent, enfants, adultes, n'importe quelle personne qui veut partir à la plage, il faut faire une protection solaire, porter des casquettes, une crème solaire. Et puis... Parfois des vêtements longs, anti-UV aussi, ça nous protège contre le soleil. Contre le soleil. Oui. Et puis j'insiste beaucoup plus sur l'hydratation. Il faut boire beaucoup d'eau. Oui, exactement. Il ne faut pas attendre avoir soif pour prendre ou bien pour boire de l'eau en été. Donc il faut bien s'hydrater. Et puis par rapport aux personnes âgées, je pense qu'ils doivent consulter leur médecin. Oui, il faut consulter leur médecin avant de partir en voyage. Oui. Voilà, il faut bien sûr discuter ainsi comment... C'est-à-dire il faut prendre tous les médicaments, assez de médicaments pour ne pas tomber en rupture. Oui. Et puis il y a certains médicaments, on appelle ça des diurétiques, c'est des médicaments qui vont faire uriner la personne plus que d'habitude. Oui. Donc parfois il y a beaucoup de personnes qui sont sous ces traitements et ils doivent revoir leur médecin. Parfois on diminue la dose quand il s'agit de forte chaleur. Exactement. Voilà. Exactement. Pour éviter la déshydratation. Exactement. Donc les personnes âgées sont les plus vulnérables. Il n'y a pas que les personnes âgées, il y a aussi les enfants. Les jeunes, ils sont très très vulnérables. Ils se déshydratent rapidement lors des fortes chaleurs. Et justement, docteur Sari, déjà comment protéger les enfants contre la chaleur, donc quand on part à la plage ou quand il n'y a pas vraiment des moyens comme la climatisation pour les aider à éviter cette déshydratation, et aussi quels sont les gestes indispensables pour éviter les noyades à la plage. D'accord. Donc, déjà, pour l'enfant, la population pédiatrique est très touchée par la déshydratation principalement et les noyades. Donc, d'abord, il faut éviter les heures de grande chaleur. Oui. C'est-à-dire ne pas partir à la plage de 11h à 16h. Oui. C'est vraiment les heures de grande chaleur. Et c'est là où l'enfant est exposé le plus il est à risque de faire une déshydratation. Donc, il faudrait que les parents surveillent bien leurs enfants. Il faudrait appliquer une crème solaire. SPF 50 de préférence. SPF 50 de préférence. Et pour les enfants, je pense que ça doit être vraiment mention kids ou enfants sur le Oui, le effectivement. Il y a des crèmes dédiées aux enfants. Oui. Donc, ils doivent se protéger par le port de chapeau, de casquettes, des lunettes solaires. Et pour tout ce qui est baignade, il faut d'abord, il faut que les parents ne prennent pas leurs enfants dans des plages où la baignade est interdite déjà. Oui, exactement. Il faudrait voir la couleur du drapeau. Si c'est vert, c'est une baignade autorisée, sécurisée. Orange, c'est dangereux. Et rouge, c'est une baignade interdite. Tout à fait. Et il faut avoir l'enfant sous l'œil. Il ne faut pas que les parents prennent ça pour un moment de détente. Ils sont assis, ils profitent du soleil et leurs enfants, ils nagent. Déjà, la plupart du temps, il n'y a pas de port de brassard. Oui. Et ça, c'est pour un enfant qui ne sait pas nager, il y a un risque qu'il avance rapidement dans la plage. Donc, il n'y a pas que les plages, il y a aussi les piscines. Même les piscines. Oui. Même les piscines. Cet enfant-là va voir les adultes nager de l'autre côté où c'est plus profond. Donc, il va se déplacer automatiquement et ça peut se faire sans que les parents le remarquent. Exactement. Donc, le risque de noyade est très important. Et l'enfant, il est très susceptible à l'hypoxie. Il suffit qu'il ne respire pas quelques minutes et c'est le décès. Et après, Exactement. Même si on récupère l'enfant, il va aller en réanimation, même si on fait les mesures de sauvetage tout de suite, il va être transporté rapidement vers une structure hospitalière, il se peut c'est-à-dire qu'il y ait des séquelles neurologiques après. Exactement. Surtout chez les petits nourrissons. Donc c'est très important déjà de prévenir, de bien surveiller. Oui, la plage, c'est un moment de détente, on ne dit pas le contraire, mais il faut aussi bien sûr
surveiller ses enfants pour ne pas, c'est-à-dire que ce moment de détente soit transféré en un moment de pleurs. Tout à fait, exactement. Et puis en parlant de plage, la baignade ou ce moment de plaisir, il y a une information qui circule. Beaucoup de personnes disent qu'il faut attendre 2 heures après avoir mangé avant de se baigner. Alors, docteur Abdelmoumen, mythe ou réalité? Alors, qui d'entre nous n'est pas parti à la plage et a entendu cette phrase? Oui. Tu viens de manger, il faut patienter 2 heures pour pouvoir nager. Alors, il n'y a aucune preuve scientifique qui démontre qu'il faut attendre systématiquement 2 heures pour pouvoir se baigner après un repas, surtout qu'à la plage, généralement, logiquement et normalement, c'est pas des repas très copieux, d'accord? Donc, d'où vient ce mythe, voilà, que tout le monde connaît? On considère qu'après le repas, il y a un flux sanguin qui est réservé à la digestion, donc il y a un manque de capacité par rapport à la digestion. Mais la digestion ne prend pas 2 heures, ça dépendra du plat. Donc, la fameuse phrase, je ne vais pas dire que c'est un mythe, mais elle n'est pas scientifique à 100%, d'accord? Oui. Donc, il faut savoir que le problème n'est pas dans votre alimentation, même si quand vous prenez un repas très copieux, c'est l'activité physique intense qui est à éviter. Donc, toute activité intense après un repas copieux est à éviter. Mais généralement, c'est très léger à la plage, donc il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas les 2 heures à suivre. Mais ça ne va pas nous éviter la noyade si on ne prend pas en considération d'autres facteurs qui sont, le premier, c'est l'hydrocution, c'est qui est plus primordial par rapport à l'alimentation. L'hydrocution, c'est quoi? C'est le choc thermique entre votre terme de température corporelle après vous avoir exposé au soleil longtemps, donc vous avez une température très élevée et vous partez directement à la plage qui est très froide ou à la piscine, donc c'est le choc thermique qui est plus dangereux que l'alimentation. Donc là, il faudra se mouiller avant, se mouiller les parties les plus importantes, les bras, la nuque, avant de s'exposer directement au froid. Comme ça, il y a un petit rééquilibrage de la température du corps. Sans oublier les personnes qui prennent des traitements qui diminuent leur vigilance. Oui. Alors, si vous avez dans votre boîte de traitement que c'est interdit de conduire, si la conduite est interdite, donc la baignade également, parce qu'il faut être en pleine capacité pour nager. Donc, il y a les risques de noyade si une personne prend des traitements qui diminuent leur vigilance. Exactement. Aussi la fatigue, qu'il ne faut pas oublier, qu'il ne faut pas négliger. Après une bonne sieste au soleil, on se sent fatigué. On évite de faire je ne sais pas combien de kilomètres à la nage. Donc la fatigue, ne pas banaliser la fatigue s'il y a du courant et si le drapeau n'est pas favorable vers, comme l'a dit ma collègue. Donc tout ça, et à prendre en considération, donc oubliant les 2 heures de temps, mais prenant en considération ce genre de facteurs aggravants de risque de noyade. Donc la noyade est très 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 importante en cette période, mais nageons dans les plages réservées pour ça, surtout avec sécurité où il y a la protection civile, surtout, et prendre conscience de son état général et surtout ne pas oublier que le Bahreïn de la Ouam, c'est connu. Exactement. Vous ne pensez pas que cette phrase elle a été créée pour convaincre les enfants de sortir de l'eau? Peut-être, oui. Peut-être pour les maintenir stables pendant 2 heures. Tout à fait, exactement. Alors, docteur Mouhoubi, donc par rapport aux intoxications alimentaires et la diarrhée du voyageur, donc comment l'éviter et quels sont les conseils que vous donnez à vos patients? Alors, lorsqu'on voyage dans un endroit où l'eau du robinet, elle est déconseillée, c'est-à-dire elle est contaminée. Donc, j'évite de la prendre. Je prends de l'eau juste qui est dans des bouteilles qui sont encapsulées, c'est-à-dire qui sont fermées, que c'est moi-même qui je vais ouvrir. Donc, lorsqu'on propose un verre d'eau qui est déjà rempli, ou bien une bouteille en verre qui est déjà remplie, je ne prends pas cette eau. Je ne prends pas les crudités, donc les légumes et les fruits qui sont consommés directement crus, qui peuvent être lavés déjà par cette eau du robinet. Donc, je ne prends pas des glaçons, aussi de l'eau du robinet qui est congelée. Et je ne prends pas du lait et et des produits laitiers non pasteurisés parce qu'il y a un risque de contamination par la brucellose. Je ne prends pas les crèmes, les sauces, la mayonnaise, tout ce qui est à base d'œufs crus parce qu'elle est rapidement périssable et je ne sais pas dans quelles conditions ils ont été conservés. Exactement. Oui. Lorsque je prends de la viande ou bien de la volaille, je dois vérifier qu'elle doit être correctement cuite. Je ne prends pas la saignante ou le demi-saignant. Je ne fais pas des expériences durant mes voyages sur des choses que je ne connais pas. Je ne prends pas des coquillages, des fruits de mer que je n'ai jamais mangés parce
parce que je risque d'avoir soit une hépatite A, soit une gastro-entérite, soit carrément avoir un urticaire, voire une allergie, exactement, jusqu'à l'œdème de cuir et partir à l'hôpital. Exactement. Voilà. Donc, il faut pas tester de nouvelles choses comme ça, Quand je s'aventurer. suis, voilà, dans des endroits que je connais pas, je choisis aussi des restaurants qui sont. Alors, j'ai mes années. Donc, je rentre dans le restaurant, je vois les serveurs, je vois les tables, je vois que c'est propre. Je peux m'engager à manger ici. Sinon, je fais pas d'expérience durant mes voyages. Alors, le lavage des mains reste toujours indiqué. Oui. Toujours avant de consommer les repas. Si c'est moi qui va préparer le repas, par exemple, c'est des gens qui sont à la maison ou bien dans un hôtel, ils veulent préparer juste une salade. Je lave toujours mes mains avant de préparer les repas et après avoir sorti des toilettes. Tout à fait. Voilà. Donc ça, c'était des conseils pour vous éviter les intoxications alimentaires et la diarrhée du voyageur. Alors parlons chez les enfants, docteur Sari, donc justement la toxi-infection alimentaire, on la voit de plus en plus chez les enfants, surtout en période de vacances. Donc déjà, pourquoi et quelles sont les précautions à prendre? Alors, la toxi-infection alimentaire en été, c'est un vrai problème de santé publique. Oui. C'est quoi, au fait? C'est une infection aiguë qui fait suite à l'ingestion d'aliments souillés de toxines ou bien de bactéries. Donc, une fois cet aliment-là dans l'estomac au niveau intestinal, il va y avoir une pullulation microbienne, une libération de toxines, altération de la muqueuse intestinale, c'est-à-dire que l'état des intestins va être altéré, il y aura une perturbation de l'absorption et donc tout de suite après, diarrhée, vomissement, douleur abdominale, asthénie importante, une fatigue importante et cela survient quelques heures après l'ingestion d'aliments. Et cette toxi-infection, c'est un problème c'est-à-dire c'est un problème mondial. Oui. Partout dans le monde, il y a 620 millions de personnes qui font une toxi-infection au moins une fois dans l'année. Pas dans leur vie, dans l'année. Et il y a une mortalité importante liée à cette toxi-infection alimentaire. Les enfants représentent 40% de cette morbidité et mortalité. Oui. Presque la moitié. Et surtout l'enfant moins de 5 ans, qui est âgé de moins de 5 ans. Et chez les enfants, c'est encore plus dangereux. Le risque majeur, c'est la déshydratation. Et c'est une déshydratation et c'est une pathologie évitable. Donc, Et justement, déjà, docteur, pourquoi les enfants se déshydratent rapidement? Expliquez-nous, chers téléspectateurs. Oui, alors c'est en raison de leur composition corporelle. En fait, le corps de l'enfant, il est constitué majoritairement d'eau. Et donc, une fois que la diarrhée et les vomissements sont là, il y a une perte très importante, rapidement, une perte d'eau et d'électrolytes, pas seulement d'eau. Oui. C'est pour ça qu'il faudrait déjà, au début, dès que les parents constatent ces symptômes digestifs chez l'enfant, commencent à donner des sels de réhydratation orale. Comme ça déjà pour éviter la déshydratation. Ensuite, il faudrait emmener cet enfant-là à une structure hospitalière. Il faudrait qu'il soit hospitalisé, réhydraté automatiquement. Déjà que, comme ma collègue l'a dit, en été, il faut boire beaucoup d'eau. Déjà, à l'état normal, cet enfant-là n'a pas pris assez d'eau. Il ne faut pas avoir soif pour prendre de l'eau. Il faut il faut que les parents mettent en tête, n'oublient pas de donner un peu d'eau à leurs enfants tout au long de la journée. Il ne faut pas qu'ils attendent que leur enfant leur dise qu'il a soif. Donc déjà, ça, c'est vraiment pour conserver un bon état de santé en été. Oui. Et on sait que les enfants, déjà, jouent dehors, ils sont tout le temps exposés au soleil, ils nagent. Et donc déjà sans qu'il y ait une toxi-infection, ils sont déjà susceptibles à la déshydratation. Oui. Donc en cas de symptômes digestifs, il faut orienter directement l'enfant à l'hôpital. Il faut qu'il soit hospitalisé, commencer une réhydratation rapide et éviter d'arriver à la déshydratation. Et puis par rapport aux symptômes digestifs, le nombre de selles qui doit les inciter à aller consulter. Dès qu'il y a apparition de cette diarrhée, il faut consulter? Alors si un enfant a un transit normal, c'est-à-dire il fait une selle par jour, 1 à 2 selles par jour, au-delà de 3 selles liquides par jour, il faudrait vraiment consulter. Mais en matière de toxi-infection alimentaire, c'est pas 3 selles, hein. Généralement c'est au-delà. Il vient les parents alarmés avec 8, 10, 15 selles par jour et on voit que, alors même c'est-à-dire l'examen clinique du malade, il nous oriente. La maman qui nous dit hier il était bien, la diarrhée a commencé ce matin et on voit qu'il est déjà déshydraté. Ça, il faut vraiment être rapide et commencer rapidement la réhydratation.
Et c'est-à-dire non seulement utiliser des solutés, mais aussi des électrolytes. Il faut compenser les pertes en eau et en électrolytes chez cet enfant. Exactement. Donc, il s'agit d'une véritable urgence, la déshydratation, que ce soit chez les adultes ou chez les enfants, encore plus chez les enfants parce qu'ils sont les plus vulnérables et chez les personnes âgées aussi. Alors, quand on parle de vacances, beaucoup de personnes prennent des moyens de transport et docteur Skhari, donc le mal des transports touche aussi bien les enfants que les adultes. Comment le prévenir et quelles sont les solutions les plus efficaces? D'accord. Voilà, le mal de transport, c'est un trouble dû au déplacement, que ce soit en voiture, en avion ou bien en bateau. Oui. Voilà, on le prévient par des gestes simples, généralement. Soit on nous dit il faut fixer l'horizon, Oui. le premier geste, ou bien il faut aérer l'espace Oui. de temps à autre. Et puis, il faut faire des pauses, surtout quand on part en voiture. Il faut faire des pauses, voilà. Ou bien, généralement, on donne des médicaments en dernier lieu, spécialement pour les le mal, aider à voilà, éviter ce mal de transport. de transport. Oui. En parlant de transport, moi j'aimerais attirer l'attention par rapport au risque de thrombose ou de formation de caillots sanguins au niveau des jambes chez des personnes qui sont à risque, notamment les femmes enceintes, les femmes qui sont sous pilule œstroprogestative, les personnes âgées, les personnes qui sont suivies pour un cancer ou qui se sont fait opérer récemment. Donc toutes ces personnes sont à risque de faire des thromboses lorsqu'il s'agit d'un long trajet, que ce soit par voiture ou en avion. Donc les solutions elles sont très très simples. Alors chaque 1 à 2 heures, il faut vraiment marcher ou bouger, se mettre debout aussi, boire de l'eau et aussi discuter avec votre médecin par rapport au port de bas de contention ou est-ce que vous pouvez prendre un traitement préventif pour éviter la formation de caillots sanguins qui est une véritable urgence médicale. Voilà. Donc justement, je reviens vers vous, docteur Mohoubi. Donc les piqûres de moustiques, piqûres d'insectes ou encore, on va dire, des piqûres comme ça, parfois on ne sait même pas on a été piqué par quoi. Est-ce que cela peut transmettre certaines maladies infectieuses et comment bien se protéger lorsqu'il s'agit d'une destination nécessitant une vigilance particulière? Déjà, quelles sont ces destinations? D'accord. Alors, les piqûres de moustiques ou bien les arthropodes Oui. sont souvent, pas dans n'importe quel pays dans le monde, comme vous avez dit, dans certains pays, on va voyager, il y a un risque particulier. C'est ce qu'on appelle les maladies vectorielles. Oui. C'est-à-dire qui sont transmises par un vecteur qui souvent sont des moustiques. Alors, en Algérie, on a le moustique tigre qui nous pique souvent, qui nous crée des urticaires, on se gratte souvent, on peut arriver au cellulite. Heureusement, on n'a pas ces maladies. Dans certains pays du monde, comme dans l'Afrique subsaharienne, dans l'Asie du Sud-Est, dans certaines régions de l'Amérique latine, il y a des maladies qui sont transmises par ces piqûres. Alors, je vais appeler les moustiques, il y a 2 types de moustiques. Pour l'anophèle femelle, elle transmet le paludisme, qui est le malaria. Oui. Voilà. Alors, elle pique surtout le soir. Elle existe dans ces 3 régions que j'ai citées, l'Afrique subsaharienne, l'Asie du Sud-Est et l'Amérique latine. Lorsque je pars dans ces pays, il y a 2 mesures à prendre. Lorsque j'ai consulté au niveau du centre de vaccination, ils vont me proposer un traitement préventif, c'est la chimio-prophylaxie antipaludienne. Ce sont des médicaments que je vais prendre par voie orale. Alors, il y a 2 types de médicaments. Il y a certains que je dois prendre 10 jours avant le voyage, 1 fois par semaine durant le voyage, c'est la mifloquine, le Lariam, et 4 semaines après le retour. Il y a un autre médicament. Donc, selon la disponibilité, le médecin va me proposer. Il y a d'autres médicaments, le Malaron ou la doxycycline, donc les 2 médicaments, un comprimé le premier jour du voyage et un comprimé tous les jours durant le voyage et un comprimé après le retour. Pour le Malaron, 7 jours après le retour, pour la doxycycline, 4 semaines après le retour, je continue à prendre. Alors pour le paludisme, ce qui est particulier, c'est que durant mon séjour, même si je prends le médicament, à n'importe quel moment, si je fais de la fièvre, si j'ai des céphalées, de la diarrhée, des maux de tête, des douleurs abdominales, je dois consulter, soit là où je suis, soit 3 mois après le retour. Alors on dit en infectieux, toute fièvre au retour d'une zone d'endémie paludisme, c'est-à-dire où il y a le paludisme, est considérée comme un paludisme jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire même après le retour, 3 mois, si je fais de la fièvre, je dois consulter dans un service de maladies infectieuses, je rapporte la région où j'étais, je dis si j'ai fait la chimio-prophylaxie ou pas, pour que le test du paludisme me soit proposé, et là je saurai si c'est ça ou c'est autre chose. Exactement. Parce que c'est vraiment une maladie qui est grave, voire mortelle. Oui. Voilà. Alors, à côté de ça, il y a des mesures qui doivent être proposées aux patients. Donc, on leur conseille de porter des vêtements qui sont amples et qui sont couvrants, c'est-à-dire qui sont longs jusqu'au poignet et qui sont longs jusqu'aux chevilles. Oui. Et qui sont de préférence de couleur claire pour que les moustiques les évitent. Sur ces vêtements, je vais imbiber avec des répulsifs cutanés. Ce sont des produits que j'achèterai en parapharmacie en fonction de la région où je vais partir. Le pharmacien me conseillera et je vais les appliquer et je vais les réappliquer plusieurs fois par jour sur mes vêtements lorsque je sors soit le soir, soit la matinée.
lorsque je suis dans ma chambre d'hôtel, je dois toujours fermer les fenêtres et les portes et mettre la climatisation tout le temps. Oui. Voilà. Et je dois dormir sur des moustiquaires qui sont imbibés par des insecticides pour faire fuir les moustiques. Tout à fait. Donc, Voilà. pour éviter tout risque de paludisme et, Voilà. Et autres infections, les arboviroses comme la dengue, le Zika, le chikungunya, c'est des infections virales. Oui. Disons, certains sont moins graves que d'autres. Pour la fièvre jaune, elle est vraiment grave. Pour les autres, c'est des algo-éruptifs, c'est-à-dire elles donnent de la fièvre comme des syndromes algiques avec des éruptions, mais de préférence, en suivant ces mesures, j'éviterai au maximum d'être exposée. Tout à fait. Donc, les conseils de docteur Mohoubi par rapport aux piqûres d'insectes ou de moustiques lors de vos voyages et surtout si vous voyagez dans les endroits qui ont été cités par docteur Mohoubi. Alors, en parlant de vacances, les enfants tombent beaucoup malades. La fièvre est le maître symptôme, justement. Donc, alors, quand il s'agit de forte fièvre, déjà, comment agir en tant que parent et quand est-ce qu'il faut consulter? Oui, effectivement. Donc, la fièvre, c'est un motif très fréquent de consultation. Oui. Je pense que c'est plus de 50% des consultants. Tout à fait. Alors déjà, quand cet enfant-là, si c'est une fièvre aiguë, quand cet enfant-là ou là se nourrissant présente une fièvre qui est normalement supérieure à 38,5, donc il faut mesurer la température, ne pas dire au toucher il est fébrile. Non, ça marche pas. Il faut vraiment mesurer cette fièvre et la mentionner c'est-à-dire faire une courbe de température à la maison, vérifier combien est cette température. Après administration de paracétamol, est-ce qu'elle a baissé ou pas? Donc une fièvre c'est plus de 38,5. Il faudrait que les parents ne s'alarment pas directement à la maison. Donner un traitement symptomatique, c'est-à-dire du paracétamol en suppôt ou en sirop, et attendre un bout de temps et voir l'évolution de ce malade. Donc là, si la fièvre n'est pas gérable à la maison, il faudrait dans ce cas-là consulter. Ça peut être le symptôme d'une angine, tout simplement. Donc avec un simple examen de la gorge, on va vérifier s'il y a une angine ou pas. Ça peut être rentrer dans le cadre d'une virose, c'est-à-dire que c'est un virus qui a contaminer cet enfant-là, et là on peut avoir une pharyngite, une rhinopharyngite, une gastro-entérite, avec, c'est-à-dire on va chercher les signes accompagnateurs. S'il y a une diarrhée, vomissement, ça va plus nous orienter vers une gastro-entérite fébrile. Et les examens biologiques ne sont pas forcément nécessaires. Le plus souvent, on établit un diagnostic cliniquement et le traitement est donné c'est-à-dire selon l'orientation clinique. Et il faudrait que les parents aussi sachent qu'on ne donne pas des antibiotiques tout le temps pour les malades. Ils sont souvent non satisfaits quand on ne prescrit pas d'antibiotiques. Oui. Chez l'enfant, surtout l'enfant moins de 3 ans et le nourrisson, c'est le plus souvent, c'est une fièvre d'origine virale qui ne nécessite aucun traitement, hormis du paracétamol, mesures physiques, moyens physiques, c'est tout. Et l'évolution naturelle du virus, généralement, ils disent qu'après les antibiotiques, il s'est amélioré. Non, c'était l'évolution naturelle du virus. Oui, c'est l'immunité qui va s'occuper de ça. C'est voilà, on a donné ou on n'a pas donné, il aurait fini par ne plus avoir de la fièvre. Oui. Donc c'est voilà, donc c'est les angines, les gastro-entérites, c'est majoritairement ça. Tout à fait. Et puis par rapport à justement la prise d'anti-inflammatoires pour la fièvre, il y a beaucoup de parents qui donnent des anti-inflammatoires. Oui. Que pensez-vous par rapport à ça? Alors, il ne faut pas avoir la main facile sur les anti-inflammatoires et sur les médicaments en général. Oui. C'est-à-dire, même si moi je dis il faut donner du paracétamol pour la fièvre, mais pas pour une longue durée, pas tout le temps, tout dépend du contexte clinique qu'on a. Donc les anti-inflammatoires, non, non et non. Il ne faut pas donner, il faut consulter dans une structure telle qu'elle soit, c'est-à-dire à l'hôpital, polyclinique. Cet enfant-là sera examiné et on va juger Le traitement sera prescrit en fonction de son état. Exactement. Et puis par rapport à la prise de cette température, un thermomètre beaucoup plus rectal, la voie rectale Alors oui, la voie rectale est favorisée. Oui. Tous les thermomètres donnent généralement actuellement moins de 10 secondes on a la température, donc il faudrait chiffrer cette température et on favorise la voie rectale, mais même axillaire on peut toujours être orienté, on peut rajouter le 0,5 et avoir la température rectale approximativement, mais la température rectale est la plus fiable. Tout à fait. Donc il faudrait aussi, j'insiste, que chaque enfant doit avoir son propre thermomètre. Oui, c'est-à-dire même ça. venir aux urgences
on préfère ne pas utiliser le thermomètre des urgences. Oui. Il faudrait que chaque enfant ait son propre thermomètre. Ça coûte pas cher, ça coûte c'est en tout cas, personnel, c'est l'équivalent d'une glace. Voilà, donc c'est des choses que chaque enfant doit posséder à la maison. Exactement, tout à fait. Donc, quand il s'agit de fièvre, il faut faire très très attention et suivez les conseils qui ont été donnés par Dr Sari. Alors, Dr Sari, par rapport aux justement les maladies qui souffrent, enfin les patients qui souffrent de maladies chroniques, généralement ils relâchent pendant les vacances, soit ils prennent pas leurs médicaments avec eux, ou bien ils commencent à diminuer le nombre de prises, ou carrément ils suppriment un médicament. Exactement. Donc, des conseils pour ces patients, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Voilà, d'abord, on a dit tout à l'heure que pour les patients diabétiques, hypertendus, cardiopathes en général, qui ont des maladies chroniques, il faut qu'ils consultent d'abord leur médecin avant de partir en vacances et de prendre assez de médicaments. J'insiste sur les médicaments, voilà. Et il faut prendre traitement convenablement. Comme il est, voilà, Oui, comme il a été prescrit et expliqué par le médecin. C'est ça. Et puis, c'est très très important de suivre son traitement parce qu'on peut se retrouver dans des situations d'urgence dans des les vacances pénuries, peuvent tourner en un drame parfois. Ouais, C'est-à-dire la personne elle peut se retrouver dans des situations graves, hospitalisée en urgence et ça Tout peut à parfois fait. coûter la vie si on Oui, arrête un traitement. oui, Par exemple, les personnes ou les patients qui sont sous traitement à visée cardiaque ou par exemple les diabétiques aussi peuvent se retrouver en situation très très grave. Donc il faut faire très très attention. Ouais. Alors par rapport aux vaccinations, docteur Mohoubi, on avait parlé tout à l'heure qu'il faut toujours vérifier si on est bien vacciné. On s'adresse à un centre de maladies infectieuses et on sera bien pris en charge là-bas. Mais quels sont les vaccins qu'on doit faire ou les rappels qu'on doit refaire avant de partir en voyage? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a certains vaccins que je dois refaire. Oui. Par exemple, comme le DT, la diphtérie et le tétanos, c'est un vaccin qui est une association. Je dois le refaire chaque 10 ans, Oui. normalement. Alors, c'est l'occasion. Lorsque je me présente au niveau du centre de vaccination internationale, le médecin va me demander soit le carnet, soit si je me rappelle la dernière fois que j'ai fait mon vaccin. Et là, il va me faire le rappel de 10 ans, soit il va carrément me refaire un rattrapage en fonction. Il y a également la poléo qui a été rajoutée récemment pour les pèlerinages, pour les gens qui partent à la Mecque. Pardon. Il y a également la vaccination pour les vaccins spécifiques. Il y a le vaccin anti-méningo, également qui est proposé pour les personnes qui partent soit à la Mecque, soit au pèlerinage, pardon. Ou il y a la vaccination contre la fièvre jaune, anti-amaril, qui est également proposée pour certaines régions, comme on a dit tout à l'heure, surtout l'Afrique subsaharienne. Oui. Pour les personnes qui vont partir là-bas, c'est une arbovirus, c'est un virus qui est transmis par la piqûre de moustique. Alors le vaccin avant, on faisait des rappels chaque 10 ans. Actuellement, la vaccination, on l'a fait une fois toute la vie. Oui. Donc c'est l'intérêt de garder le vaccin, enfin le carnet de centre de vaccination qu'on va me donner pour me rappeler que j'ai fait le vaccin pour ne pas le refaire. Alors le médecin va me demander également si j'ai des pathologies. Si j'ai un vaccin qui est atténué et vivant, donc il est contre-indiqué chez la femme enceinte, il est contre-indiqué chez les personnes immunodéprimées qui ont une pathologie, soit par exemple le diabète, soit immunodéprimés par des médicaments qu'ils prennent, par exemple des immunosuppresseurs. Oui. Voilà. Pour les enfants également, avant l'âge de 2 ans, c'est contre-indiqué. Principalement, c'est surtout ces vaccins et les mesures à côté. Oui, donc ça suffit pas uniquement de se faire vacciner, il faut les mesures pour la prévention des maladies vectorielles et pour la prévention d'autres maladies, comme on a dit pour les aliments. Il faut éviter les contacts avec tous les animaux qu'on ne connaît pas, avec les rongeurs. Comme actuellement, il y a eu une épidémie sur un paquebot pour le hantavirus. C'était suite à un contact avec des rongeurs. Donc il faut éviter. Soit si je laisse mes aliments dans la cuisine ou là dans l'hôtel là où je suis, je les couvre toujours. Il faut éviter le contact avec les rongeurs, avec les animaux qui sont sauvages, avec les animaux qui sont en captivité. Par exemple, dans un zoo, je ne vais pas toucher les animaux, mais ce sont des animaux qui sont normaux, c'est-à-dire une vache ou là, un cheval. Normalement, on peut les toucher, mais là, ils sont en captivité, donc ils sont considérés potentiellement dangereux. Ils peuvent transmettre la rage. Alors, la rage, une fois déclarée, c'est une maladie qui est mortelle. Donc, heureusement, on a un vaccin, mais je suis en vacances, je ne connais pas l'endroit, donc j'évite de faire des gestes qui peuvent me coûter la vie. Exactement. Oui, Voilà. donc il faut pour faire également, plus attention. je rajoute juste un truc pour les activités de loisirs. Oui. Voilà, alors je suis aussi en vacances, j'ai le droit d'essayer de nouveaux trucs, de faire de l'aventure. On déconseille la baignade dans les eaux douces. Tout à fait. Dans la mer, elle a bien expliqué ma collègue, il faut toujours
il faut toujours se baigner dans des endroits qui sont sécurisés, qui sont autorisés pour la baignade. Et je vérifie toujours si la baignade elle est autorisée ou pas. La baignade dans les eaux douces, elle est strictement interdite, disons parce qu'elle transmet beaucoup de maladies. Ou bien les activités comme le kayak. Et il y a la leptospirose, il y a l'hépatite A, il y a la bilharziose. Donc il faut toujours, quand je fais une activité de loisir durant mes vacances, je choisis toujours le pour et le contre. Est-ce que je la fais? Est-ce que je risque quelque chose si je vais la faire? Exactement. Donc toutes ces précautions peuvent vous éviter des problèmes de santé qui peuvent être graves. On arrive maintenant à la chronique de Dr Abdelmoumin Sarah, c'est à vous. Merci, docteur Juliette. Alors, chaque été, les urgences sont submergées par des plaies maltraitées, des brûlures mal gérées, aussi des déshydratations par complications de diarrhée, de constipation. Toutes ces situations peuvent être gérées ou évitées, idéalement, avec une trousse de secours adéquate. Ce n'est pas pour remplacer le médecin, mais c'est pour agir immédiatement, rapidement, avec tout ce qu'on a, pour éviter les urgences, et si ça nécessite une consultation, on aura le temps de le faire. Alors, qu'est-ce qu'elle contient, cette trousse de secours? Alors, pour les accidents les plus simples, donc il faudra un antiseptique, des compresses stériles, j'insiste sur stériles, et aussi des pansements de différentes tailles, des ciseaux à bout rond, et aussi des bandages extensibles, des pinces, une pince pour écharpe et une pince pour tique selon votre destination. Aussi, le thermomètre, idéalement personnel, mais même si on a un, c'est déjà bien. Voilà, un thermomètre et la biafine pour éviter les brûlures et les surexpositions. Concernant les traitements, il ne faut pas prendre toute la pharmacie, on va se limiter au plus indispensable. Je citerai les antipyrétiques, et aussi l'antalgique. Donc en premier, c'est le paracétamol. Il va aider pour diminuer la douleur et la fièvre. Aussi, les sels de réhydratation, des solutions de réhydratation, comme l'a cité notre pédiatre, indispensable si on a des enfants ou des sujets âgés, surtout quand ils ont de la diarrhée ou des vomissements. Donc une perte, donc il faudra rééquilibrer avec ces sels de réhydratation, et le résultat est extraordinaire. Des antihistaminiques, si vous êtes sujet aux allergies, réactions allergiques ou aux piqûres d'insectes, donc ne pas banaliser, prenez des antihistaminiques avec vous, et sans oublier les répulsifs, les anti-moustiques selon votre destination, comme l'a dit notre infectiologue, parce que chaque destination, il faudra être plus attaque par rapport à certains moustiques. Sans oublier aussi la crème solaire, la protection avec un indice élevé. Quelle que soit votre destination, ça c'est primordial. Sans oublier, comme l'a dit Dr Sakhri, les personnes avec des maladies chroniques. Il faut un stock adéquat à votre durée avec une petite réserve. N'oubliez pas que des imprévus peuvent arriver, et aussi quand vous prenez votre stock, les traitements doivent être dans leur boîte avec ordonnance si vous partez à l'étranger, surtout si vous prenez l'avion. Donc l'ordonnance et les boîtes pour votre traitement avec un petit quota de secours. Très important, on n'oublie pas que c'est l'été, c'est la chaleur, et la chaleur peut léser certains traitements. C'est connu, l'insuline. Elle est au frigo d'habitude, donc ne pas l'emporter dans un sac non hermétique, donc le transport doit être adéquat. Et en général, pour tous les traitements, si vous avez pris le temps de prendre cette trousse de secours, ne la laissez pas dans la voiture, parce que la température monte très rapidement dans le coffre de la voiture exposé au soleil. Donc il faut prendre en considération cette approche. Et aussi, comme l'a dit Dr Sakhri, par rapport au traitement des personnes qui ont un traitement à prendre quotidiennement à heure fixe. Si vous partez en voyage et vous avez un décalage horaire, n'oubliez pas de consulter votre médecin et de lui parler de cet aspect, parce que votre traitement doit être revu par rapport au pays où vous partez. Donc pour résumer, la trousse est très très importante, mais elle reste préventive. On ne prépare pas la trousse pour se préparer à la guerre, mais on se prépare pour être d'attaque en cas d'imprévu. Donc l'idéal, c'est d'avoir sa trousse, mais la prévention reste requise. Donc hydratez-vous bien, ne vous exposez pas au soleil, respectez la chaîne de froid par rapport aux aliments, c'est primordial. Et aussi l'exposition au soleil, il ne faut pas l'oublier, c'est très très important pour passer de bons moments, que les vacances ne se transforment pas en drame. Exactement, donc c'était les indispensables d'une trousse à
sa pharmacie pour partir en vacances avec Dr Abdelmoumen Sarah. Alors nous allons maintenant les questions, vos questions que vous nous avez laissées via les réseaux sociaux de Canal Algérie. Et Dr Sakhri, une question sur la pratique du sport, de l'activité sportive. Donc pendant les vacances, peut-on pratiquer du sport en pleine chaleur ou existe-t-il des horaires à privilégier? Oui, on peut pratiquer du sport, bien sûr, comme d'habitude, mais il faut choisir les bons moments. Oui. C'est-à-dire soit le matin tôt, ou bien en fin de journée de préférence. Donc il faut éviter les heures les plus chaudes. Exactement. Voilà. Et on pratique le plus normalement possible. Et bien s'hydrater. Voilà. Et bien s'hydrater, Tout exactement. à fait. Merci Dr Sakhri pour votre participation avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Alors, Dr Sari, une question par rapport aux enfants. Donc, est-ce qu'on peut laisser un bébé dormir dans sa poussette ou sa voiture pendant quelques minutes lorsqu'il fait très chaud? Non et non et non, bien sûr que non. Il ne faut pas du tout exposer longtemps un bébé, notamment un bébé, un petit nourrisson, à une grande chaleur pendant très longtemps. Il est très susceptible de faire très rapidement une déshydratation et ça peut aboutir au décès du malade. Donc, c'est un non. Oui, tout à fait. Donc, c'était vraiment par rapport à cette... c'est très dangereux de laisser son bébé dans la voiture ou dans un endroit très très chaud. Merci, Dr Sari, pour votre participation. Merci à vous et merci pour l'invitation. Alors, aussi, Dr Mohoubi, une question par rapport aux baignades. Alors, chaque été, on entend dire que l'on peut attraper des virus ou des maladies en se baignant dans la mer. Est-ce que mythe ou réalité? Alors, c'est un mythe par rapport à la plage. Par rapport à la piscine, oui, ça existe les transmissions. Soit on peut avoir des gastroentérites, ça dépend de la propreté de l'eau, si elle est régulièrement traitée, si elle est changeable. Par rapport à la mer, c'est parce qu'il y a beaucoup de contacts avec les enfants, sont tout le temps regroupés, il y a plusieurs contacts, et aussi parce qu'on consomme des produits qui sont rapidement périssables à la mer. Soit on peut transporter de la mayonnaise ou bien la manger sur place, des sandwichs qui ne sont pas propres, on ne respecte pas la chaîne de froid. C'est par rapport à ça, surtout c'est pas par rapport à la mer. Exactement. Voilà. Merci, Dr Mohoubi, pour toutes les informations que vous avez apportées aujourd'hui. Merci à vous, Dr Ragbi, ça fait un plaisir. Alors, merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Donc, vous avez compris que mieux vaut prévenir que guérir. Vous pouvez profiter pleinement de vos vacances tout en préservant votre santé grâce aux conseils qu'on vous a donnés aujourd'hui. Donc, on arrive à la fin de cette saison de votre émission Santé hebdomadaire Diagnostic. Moi et toute l'équipe, nous vous remercions pour votre fidélité et aussi de nous avoir suivis. Et notre objectif était justement de vous accompagner pour mieux comprendre votre santé et aussi pour la mieux préserver. Dr Abdelmoumen Sarah, un dernier mot pour nos téléspectateurs? Alors prenez soin de vous, votre santé est une priorité, donc et bonnes vacances, profitez de vos vacances. Nous vous souhaitons d'excellentes vacances tout en sécurité et en bonne santé. À bientôt.